Oui, bonsoir. Je suis Ibrahima Blasco Bari, secrétaire général de la Fédération guinéenne de football. Bien, d'abord, je voudrais remercier votre rédaction pour m'avoir donné l'opportunité, à peine arrivée, de rendre compte à vos millions de lecteurs, d'auditeurs, mais aussi de visiteurs sur tout ce qui s'est passé au 65e congrès de la FIFA, qui s'est tenu extraordinaire, qui s'est tenu à Zurich. Et Zurich étant le siège de la FIFA. Et comme vous le savez, ce congrès a été convoqué suite au cas de corruption avérée au sein de l'organisation qui a entaché fondamentalement la crédibilité de cette institution à laquelle 209 pays sont associés. Et ce congrès, donc dis-je, a été convoqué suite à la démission du président de la FIFA, Sepp Blatter, presque au lendemain même de son élection, dans la même ville, à Zurich, il y a quelques mois seulement, je dirais oui, parce que c'était au mois de mai 2015. Notre pays donc s'est rendu à ce congrès extraordinaire dans une délégation composée du président, de la vice-présidente senior de notre association et de nous-mêmes, secrétaire général, et pour aller représenter, comme je l'ai dit tantôt, l'association nationale de Guinée à cet important forum où il fallait, n'est-ce pas, donner le point de vue sur l'ensemble des réformes qui ont été proposées et pour leur adoption. Et je dois vous dire que, conformément donc à l'ordre du jour qui a été proposé dans les délais statutaires, le Congrès avait pour ordre du jour principal l'adoption des importantes réformes qui ont été, n'est-ce pas, opérées au sein de la FIFA, et ces importantes réformes ont été formulées par une commission ad hoc qui avait été instituée et qui était présidée par M. François Canard, qui était en même temps le président de la commission de réforme de la FIFA. Au sein de cette commission, il y avait des représentants de toutes les confédérations, c'est-à-dire d'associations nationales de différentes confédérations, qui avaient pour but essentiel de restaurer la crédibilité de la FIFA, tant sur le plan de la gouvernance, sur le plan du principe de leadership, sur le plan du principe de la séparation de la fonction exécutive et stratégique de la FIFA. Et c'est pourquoi, dans l'ensemble, ces réformes se sont axées réellement aux fonctions désormais du comité exécutif d'alors de la FIFA, qui est désormais appelé conseil, et ce n'est plus un comité exécutif parce que la fonction exécutive ou le chief officer exécutif est désormais le secrétaire général qui a presque les compétences qui étaient dévolues au comité exécutif de la FIFA. Donc c'est désormais un conseil, et au sein de ce conseil il y a un bureau de conseil qui est le comité d'urgence au fait de la FIFA. Donc ces réformes ont été opérées parce qu'il était indispensable que l'on fasse un changement sur le plan de la culture même de la FIFA, et notamment par la séparation des pouvoirs, comme je l'ai dit, mais par le contrôle du flux financier, parce que tout ce qui a donné ces problèmes, c'est le fait que la FIFA était devenue un empire financier majeur au sein duquel il n'y avait pas assez de mécanismes de contrôle de ces différents flux financiers. Mais aussi, ces réformes ont consisté à énoncer le principe de leadership au sein de la FIFA, surtout le principe de responsabilité, le principe d'humilité, le principe de respect, mais aussi le principe de sincérité, qui doivent désormais caractériser la fonction présidentielle et exécutive au sein de la FIFA. Mais au-delà de toutes ces réformes-là, il y avait la fonction, le principe de gouvernance de la FIFA. C'est, comme je l'ai dit tantôt, la séparation de la fonction exécutive et la fonction stratégique dans la conduite des affaires de la FIFA. C'est pourquoi le président de la FIFA désormais a presque un rôle protocolaire. Il veille, n'est-ce pas, à l'orientation stratégique de l'institution, et le secrétaire général étant le responsable de la FIFA sur le plan opérationnel et sur le plan administratif. Les réformes aussi ont consisté à renforcer les compétences de la commission d'éthique et de conformité. Et cette commission d'éthique et de conformité,
qui voudrait désormais qu'il y ait un suivi indispensable de l'ensemble des opérations financières de la FIFA par la mise en place d'une commission importante aujourd'hui dont les compétences sont renforcées. C'est la commission des finances et la commission d'audit et de conformité. Les mêmes réformes aussi ont consisté désormais à casser le principe sacro-saint d'alors de la pérennité à la tête de la présidence de la FIFA. Et désormais, un président, quel que soit ce que tu aurais pu apporter à l'évolution du football mondial, tu ne pourras plus faire plus de 3 mandats. Que ces mandats-là soient consécutifs ou pas, si tu fais 12 ans d'exercice de fonction présidentielle, tu n'as plus le droit de te présenter. C'est-à-dire qu'ils se suivent ou non, tu n'as plus la possibilité de te présenter pour un 4e mandat. Tu dois pouvoir céder la place. Il y a un autre principe aussi, désormais, l'on devra divulguer la rémunération du président, du secrétaire général et des membres du conseil. C'est-à-dire, avant, les salaires du président, du vice-président, du secrétaire général étaient un tabou. Maintenant, la FIFA a décidé, dans le cadre des réformes, que, n'est-ce pas, ces salaires vont être divulgués. Nous avons aussi adopté les réformes qui ont permis au comité exécutif de passer désormais à 28 membres. L'Afrique en disposait 4, maintenant on passe à 6. Le CONMEBOL, entendez la Confédération de l'Amérique latine, en tout cas toutes les confédérations, la Confédération asiatique de football aussi a eu quelques membres en plus. L'UEFA par contre, le nombre des membres représentant l'Union européenne de football association, ce nombre a été réduit par contre. Donc voilà un ensemble de réformes adoptées et je pense que ces réformes-là ont été presque adoptées à l'unanimité parce qu'elles concourent à renforcer la crédibilité de la FIFA, à renforcer le principe de leadership de la FIFA, à renforcer le principe de protection du jeu et des valeurs universelles qui sont l'amour, la fraternité, la sincérité au sein du monde du football. Et après cela, naturellement, nous sommes passés à l'élection du président de la FIFA et comme vous le savez, il y avait 5 candidats. Il y avait Infantino, Gianni, qui était le secrétaire général de l'UEFA, qui était le candidat après la détection de Blatter. Blatter étant suspendu, comme vous le savez, pour un certain nombre d'années. Je pense que sa suspension a été réduite à 6 ans. Mais encore une fois, il a tenté un recours au niveau du tribunal arbitral du sport qui va désormais se déterminer définitivement son sort. Il y avait l'Africain Tokyo Sexwale qui finalement au cours donc, de cette assemblée générale extraordinaire a retiré sa propre candidature après le speech qui était mis pour chaque candidat. Vous savez, quelques minutes avant l'élection, chaque candidat statutairement est prévu que chaque candidat monte sur le podium pour décliner sa politique générale. Et lorsque Tokyo Sexwale donc a décliné et toutes les raisons qui l'ont amené à se présenter, a finalement désisté parce qu'il n'avait pas de soutien même du continent africain, parce que au-delà du fait que c'est un homme d'affaires, il n'y avait pas le charisme nécessaire pour conduire une telle organisation. Et c'est pourquoi certaines candidatures, avant eux, certaines candidatures avaient été retenues, parce qu'il y a une commission qui statue sur le leadership du candidat, mais aussi sur son charisme et tout. Le président de la Fédération du Libéria ne répondant pas à ce critère, et la commission électorale de la FIFA avait rejeté sa candidature. Il y avait le prince Ali de Jordanie, qui fut aussi le challenger du président Blatter lors de la dernière élection, qui était candidat. Il y avait Sheikh Salman Bahreïn, qui est le président de la Confédération asiatique de football, et il y avait Jérôme Champagne, ancien secrétaire général de la FIFA, qui était aussi candidat. Donc ces candidatures-là ont été présentées et chaque candidat a décliné, n'est-ce pas, sa politique et ce qu'il entend faire pour l'avenir de la FIFA, pour sortir de la FIFA de ces tumultes, mais aussi de cette précarité, parce qu'aujourd'hui la FIFA est devenue presque la risée du monde. Et après cela, les associations nationales, au nombre de 207, ont pu voter parce que le Koweït et la Jordanie étaient suspendus, donc n'avaient pas le droit de vote. Donc sur les 209, c'est 207 qui ont voté. Et j'ai eu le privilège et l'honneur donc de représenter
et mon association nationale au cours de ce vote. J'ai personnellement voté, et naturellement en tenant compte des directives et consignes qui me sont données par ma propre association. Et au terme de l'opération de vote par pays et par ordre alphabétique, et comme vous avez dû le suivre, Gianni Infantino est passé président de la FIFA après un second tour, parce que les statuts de la FIFA prévoient que un candidat à la fonction de président de la FIFA ne peut être élu au premier tour que s'il requiert les 2/3 des voix valablement exprimées à l'Assemblée. Ce qui n'a pas été le cas au premier tour parce qu'il y avait 88 et 85, c'est-à-dire 88 pour le prince Charlemagne et 84 pour Gianni Infantino, alors que pour avoir la majorité des 2/3 au premier tour, il fallait totaliser, selon le décompte, 104 voix, ce qui n'était pas possible. Alors au second tour, je pense qu'il y a eu des reports de voix et c'est ce qui a permis à Gianni Infantino de bénéficier de 115 voix pour qu'il soit élu président de la FIFA pour les 4 années à venir. Bien, je pense que le vote est d'abord secret. Oui. Mais je dois vous dire que la Confédération africaine de football, pendant le champ au Rwanda, avait souhaité que toutes les associations nationales accompagnent, pour des raisons jugées valables par la CAF, accompagnent le Cheikh Salman de la Confédération asiatique de football. Et c'est ce qui avait été souhaité par tout le monde. Et je dois dire que après le vote, il appartient à chaque État, après cela, il appartient à chaque État ou chaque association en âme et conscience de voir parmi tous les candidats et avec les consignes de la CAF votées, chaque association nationale, je pense, en toute indépendance, a pu choisir le candidat de son choix. Et je m'excuse pour cette répétition. Et après, c'est tout le monde qui a voté pour Gianni, je dois dire comme ça. Et peut-être que les autres aussi ne sont pas des perdants. Et ce qui est important, c'est l'avenir du football mondial. C'est ici que je l'ai appris, le contexte dans lequel ce congrès a été organisé. Je ne pense pas que quelqu'un pouvait s'hasarder à de tels exercices, parce que si une personne est appréhendée, tant que tu sois corrupteur ou corrompu, la commission de la chambre d'instruction, de la commission d'éthique de la FIFA pouvait prendre des mesures immédiates et suspendre des délégués. Et c'est ici que nous avons appris. Je pense que s'il y a eu un congrès où il y a eu assez de transparence, mais aussi où les gens ont voté en âme et conscience sans aucune autre forme de corruption, c'est ce congrès extraordinaire, parce que la méfiance caractérisait le comportement de chacun à cette assemblée. J'ai été ébahi, surpris d'apprendre que des enveloppes ont circulé au cours de cette assemblée générale, et je ne pense pas, je m'inscris en faux contre tous ceux qui peuvent tenir de telles allégations. C'était vraiment imprudent de la part de ceux qui pouvaient tenter une telle aventure qui était vraiment dangereuse. Vous savez, le football africain, c'est un réservoir de... Aujourd'hui, le football africain, c'est les footballeurs africains qui animent presque tous les championnats du monde. Ils sont partout et l'Afrique s'est inscrite dans une dynamique qui ne permet à personne de retarder sa marche ascendante vers le développement et la promotion de son football. Et je pense que le président élu a dû comprendre cela. C'est pourquoi il a commencé sa campagne au Caire, comme il a dit. Mais aussi, il a dit que le football africain a besoin de lui, et aussi, lui, il a besoin du football africain. Et je pense que des politiques ont été annoncées qui vont permettre au football africain de se développer davantage. En tout état de cause, l'Afrique se caractérise aussi par l'unité de sa famille, et même si à certains égards il peut y avoir des dichotomies ou des points de vue divergents sur un certain nombre de questions, mais je pense que l'Afrique va toujours se retrouver pour essayer de booster le développement de son football. Et je voudrais donc remercier et toutes les personnes qui se sont investies pour adopter, pour d'abord réfléchir sur ces différentes réformes qui vont, à notre humble avis, aussi se répercuter sur la marche des confédérations
et pourquoi pas des associations nationales, parce que la fonction de secrétaire général a été renforcée par le simple fait que désormais il n'est plus qu'un agent administratif de l'association nationale, mais aussi c'est un agent exécutif, mais un agent opérationnel, où presque il constitue désormais le point centrifuge et centripète de tout ce qui doit se passer au sein de l'association nationale. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que les concepteurs de ces réformes ont bien pensé, parce que les pouvoirs étaient concentrés dans les mains du seul président, et ce qui n'est pas normal, parce que ça augure d'une dictature qui ne dit pas son nom au sein des associations. Et je pense que tout le monde devrait se lever pour lutter contre de telles pratiques. Et il faut absolument que le pouvoir arrête le pouvoir, même au sein. Vous savez, le principe de la séparation du pouvoir part de cela. Il faut absolument qu'il y ait de la concertation. Il faut absolument qu'il y ait, n'est-ce pas, une convergence de vues sur l'ensemble des questions qui assaillent le football. Et pourquoi pas dans notre pays aussi. Merci aussi.